commence avec un chiffre qui claque. Plus de 80 millions d'euros. Ah oui, C'est le ticket d'entrée, quoi. Le prix affiché par Everton pour leur attaquant, l'international sénégalais Iliman Ndiaye. Rien que ça. c'est une somme qui change tout. Instantanément, un joueur devient un enjeu stratégique majeur sur l'échiquier de la Première Ligue. Ce n'est plus juste un footballeur, c'est une déclaration. C'est exactement ça. Une déclaration. Allez, aujourd'hui, on met les mains dans le cambouis du mercato anglais. On a sous les yeux un article de Sénépost qui nous plonge vraiment au cœur d'un dossier, brûlant. Notre mission, c'est de décortiquer ça ensemble, comprendre pourquoi Ndiaye est devenu cette cible numéro 1, pourquoi Manchester United semble prêt à casser sa tirelire malgré la concurrence d'Arsenal, de Chelsea, et surtout, ce que cette valorisation un peu folle révèle sur le foot anglais aujourd'hui. Et pour bien comprendre, je pense qu'on ne peut pas se contenter de regarder le chiffre. On va devoir analyser d'où il vient, ce que signifie ce prix pour Everton et ses nouveaux propriétaires, d'abord. Ensuite, on se penchera sur le cas Manchester United. Parce que leur intérêt, ce n'est pas un caprice, c'est la réponse à un problème tactique très très précis. On verra aussi comment les rivaux se positionnent, parce que leurs besoins sont très différents en fait. Et puis, bien sûr, on n'oubliera pas le principal intéressé au milieu de toute cette tempête. Parfait. Alors, cette valorisation. Everton, qui vient juste d'être racheté par le groupe Friedkin, pose 70 millions de livres sur la table, donc nos fameux 80,5 millions d'euros. J'ai l'impression que c'est bien plus qu'une simple négociation, c'est presque un acte politique de la part des nouveaux proprios, non ? Historiquement, c'est un grand club, mais ces dernières années, ils étaient souvent contraints de vendre leurs meilleurs joueurs pour équilibrer les comptes. En fixant ce prix, le groupe Friedkin envoie un message très clair à toute la Ligue. L'ère du self-service à Everton, c'est terminé. On n'est plus un supermarché pour les clubs du top 4. Si vous voulez notre joyau, il faudra payer le prix d'un joyau. Voilà. C'est une affirmation de statut et d'ambition. Une manière de dire « on est de retour dans la cour des grands ». Mais alors, qu'est-ce qui justifie un tel prix au-delà du message ? L'article parle de ses qualités de percussion. C'est une jolie formule. Mais sur le terrain, ça veut dire quoi concrètement ? Et c'est là que ça devient fascinant, parce qu'on peut sortir des impressions et regarder les données brutes. L'article nous donne une statistique qui est vraiment la clé de tout le dossier. Iliman Ndiaye réussit en moyenne 1,9 dribbles par match. Attends, 1,9 ? Ça peut paraître un peu abstrait comme ça. Pour qu'on se rende compte, ça le situe où par rapport aux autres joueurs du championnat ? Et c'est là que le chiffre prend tout son sens. La comparaison donnée est celle avec Bukayo Saka d'Arsenal, qui est unanimement considéré comme l'un des tout meilleurs ailiers du monde. Saka est à 1,8 dribbles par match. Ah oui. La différence peut sembler minime, 0,1. Mais à ce niveau de performance, c'est énorme. Ça veut dire que de manière constante, match après match, Ndiaye est statistiquement plus efficace que la référence absolue à son poste dans l'art d'éliminer son adversaire direct. Donc en fait, on n'achète pas juste un bon joueur. On achète une compétence d'élite, une sorte de super pouvoir qui est quantifiable. Précisément. Et là, on touche au cœur de l'économie du football moderne. On n'achète plus seulement un potentiel ou un talent général. Les clubs les plus riches, les mieux structurés, ils achètent des solutions à des problèmes spécifiques. Et le problème numéro 1 des grosses équipes, ce sont les blocs bas, ces défenses ultra regroupées. Bien sûr. La compétence clé pour résoudre ce problème, c'est la capacité à créer un déséquilibre en 1 contre 1. Ndiaye est un maître en la matière. Sa valeur de 80 millions, c'est le prix de cette clé. Une clé qui intéresse beaucoup de monde, mais apparemment Manchester United a déjà mis un double de côté. L'article est assez catégorique sur leur avance dans ce dossier, malgré Chelsea, Arsenal, Tottenham. C'est d'autant plus surprenant que le club est dans une situation, pour le moins instable. Instable ou en pleine transition, pour utiliser le mot de l'article, c'est un club entre deux eaux. Ils viennent de se séparer de leur entraîneur, Ruben Amorim, et c'est une légende du club, Michael Carrick, qui assure l'intérim. On pourrait penser que dans un tel contexte, le club mettrait les gros dossiers en pause en attendant de nommer un manager à long terme. Surtout que Carrick, pour un intérimaire, il s'en sort plutôt bien. L'article souligne qu'il est invaincu et il y a cet exemple du match nul arraché à West Ham qui a marqué les esprits. Oui, et ce match est une excellente illustration de la situation. Le résultat, 1-1, n'est pas extraordinaire, mais le scénario, avec ce but de Benjamin Sesko à la 96e minute, ça montre que Carrick a réussi à réinsuffler un état d'esprit combatif. C'est ce qu'on appelle souvent l'effet psychologique d'un changement de coach. Mais il ne faut pas être dupe.
C'est-à-dire? C'est-à-dire que pendant que Michael Carrick gère le quotidien, la performance du week-end, la direction sportive, elle, ne s'est pas arrêtée de travailler. Le fait qu'ils avancent sur un dossier à 80 millions comme celui d'Ndiaye, ça montre que la stratégie à long terme du club est déjà définie et qu'elle est indépendante de l'identité du futur entraîneur. D'accord. C'est le signe d'une structuration qui dépasse le court terme. Ndiaye, ce n'est pas un panic buy pour sauver la saison. C'est la première pierre de la reconstruction de la saison prochaine. Ok, la vision est claire. Mais quel est le problème si précis que Ndiaye est censé résoudre? L'article évoque 2 points. Le premier, c'est le remplacement quasi acté de Marcus Rashford qui serait en partance pour Barcelone. Ça, c'est assez direct, un attaquant pour un autre. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est logique, mais ce n'est pas la raison fondamentale. Le fond du problème, et l'article insiste beaucoup dessus, c'est cette fameuse difficulté chronique de Manchester United face au bloc bas. On en parlait juste avant. C'est presque un cliché, mais c'est une réalité. L'article rappelle que même lors de ce fameux match nul à West Ham, l'équipe a énormément peiné à se créer des occasions franches. Le but à la 96e minute, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, quoi. Exactement. Et là, on boucle la boucle avec notre statistique de 1,9 dribbles. Pourquoi Manchester United est prêt à payer ce prix roi? Parce qu'il voit en Ndiaye l'arme anti-verrou, le joueur capable, par une accélération, un dribble, de faire sauter une ligne défensive et de créer l'espace pour les autres. Il n'est pas seulement là pour remplacer Rashford, il est là pour changer la dynamique de toute l'attaque. Et cette attaque, elle a déjà été en partie remodelée avec des joueurs comme Bryan Mbeumo et Matheus Cunha. Comment Ndiaye s'intégrerait avec eux? L'idée, c'est de créer un trio offensif où les profils sont très complémentaires. Cunha, c'est plus un joueur d'axe capable de décrocher, de jouer en pivot. Mbeumo, c'est aussi un joueur de percussion, mais peut-être plus dans la puissance. Ndiaye apporterait cette touche de finesse, cette capacité à jouer dans les tout petits espaces. Le projet, ce n'est pas d'empiler des talents, mais de construire un écosystème offensif où chaque joueur rend les autres meilleurs. Ndiaye serait la pièce maîtresse, le détonateur de ce nouveau puzzle. Le projet de Manchester United est donc très clair, très ciblé. Mais on parle de la Première Ligue. Rien n'est jamais fait tant que ce n'est pas signé. Les rivaux londoniens ne vont pas les regarder faire sans réagir, j'imagine. Ah, absolument pas. Et ce qui est passionnant, c'est que l'analyse de leur motivation révèle des stratégies complètement différentes. C'est le même joueur, mais pour 3 problèmes distincts. Prenons Arsenal. Mikel Arteta a déjà une équipe qui tourne à merveille, un système qui est huilé à la perfection. Pourquoi irait-il chercher un joueur à 80 millions d'euros? Parce que la perfection a parfois besoin d'un grain de folie. L'article utilise les mots imprévisibilité et profondeur. Le système d'Arteta est tellement bien rodé qu'il peut devenir prévisible pour les adversaires qui le travaillent beaucoup. Je vois. Ndiaye ne viendrait pas pour être un titulaire indiscutable dans le système, mais pour être l'option X, le joker, capable de rentrer et de dynamiter un match fermé. Pour Arsenal, Ndiaye serait un ajustement de luxe, une arme de plus dans un Arsenal déjà bien fourni. C'est fascinant de voir ça comme ça. Pour Manchester United, c'est une pièce structurelle. Pour Arsenal, c'est un couteau suisse de luxe. Et Chelsea alors? Eux, ils semblent être dans une autre dimension. Et plus fondamental, presque existentiel. L'article dit qu'ils sont en quête de talents offensifs pour stabiliser leur projet sportif. Il faut lire entre les lignes. Après des années d'investissement massif, de changements constants, Chelsea cherche encore son identité offensive. Ils ont besoin de joueurs qui ne sont pas juste des talents passagers, mais des piliers sur lesquels construire pour les 3 ou 4 prochaines années. Donc, si je résume, leur approche, Manchester United achète une solution, Arsenal achète une option et Chelsea achète une fondation. C'est une synthèse parfaite. Et ça illustre à quel point la perception de la valeur d'un joueur dépend entièrement des besoins de l'acheteur. Ce qui explique aussi pourquoi ce genre de dossier peut s'éterniser. Le joueur et son agent doivent évaluer non seulement l'offre financière, mais aussi la nature du projet. Est-ce que je veux être la solution, l'option ou la fondation? Ce sont des choix de carrière cruciaux. Et au milieu de tout ça, il y a l'homme. Iliman Ndiaye, avec une étiquette de 80 millions qui commence à lui coller à la peau et les 3 plus grands clubs du pays qui lui font les yeux doux. Comment il gère cette pression? Il la gère avec une maturité et un professionnalisme qui, honnêtement, doivent encore plus séduire les clubs qu'ils suivent. Sa communication est impeccable. D'un côté, il se dit flatté, ce qui est la moindre des choses. C'est une reconnaissance de son talent, il l'accepte humblement. Il ne va pas dire que ça l'ennuie, c'est sûr. Évidemment. Mais ce qui est plus important, c'est ce qu'il dit ensuite. Il ne se laisse pas griser.
Il met immédiatement une barrière en affirmant sa concentration totale sur la fin de saison avec Everton. Il ne se projette pas, il ne fait aucun appel du pied, au contraire, il ancre son discours dans le présent. Et il ne se contente pas de dire « je suis concentré », il donne un objectif concret. L'article le cite, il veut accrocher une place européenne avec son club actuel. Et ce détail est capital, ce n'est pas une phrase bateau. En fixant un objectif collectif ambitieux, il montre plusieurs choses. Primo, il respecte son contrat et son club, ce qui rassure un futur employeur sur sa loyauté. Secondo, il fait preuve de leadership. Et tertio, d'un point de vue purement business, en visant l'Europe avec Everton, il maintient sa propre valeur au plus haut. C'est une posture intelligente à tous les niveaux. Ça dénote un joueur bien entouré et avec la tête sur les épaules. Bon, si on prend un peu de recul sur tout ce qu'on vient de décortiquer, le tableau est assez édifiant. On a un club, Everton, qui grâce à ses nouveaux propriétaires, passe d'une position de vendeur à celle de place forte, qui dicte ses conditions. On a un acheteur principal, Manchester United, dont la démarche est quasi chirurgicale. Ils n'achètent pas un nom, ils achètent une compétence très spécifique pour résoudre un problème tactique identifié et récurrent. C'est le triomphe de l'analyse de données. Et au centre de tout ça, un joueur qui, loin de se laisser déstabiliser par des chiffres qui donnent le vertige, gère la situation avec un calme et une ambition qui forcent le respect. Ce qui est essentiel de retenir, je pense, c'est comment ce Ndiaye est un véritable cas d'école de la Première Ligue d'aujourd'hui. La valeur d'un joueur n'est plus seulement liée à son nombre de buts ou à sa renommée. Elle est de plus en plus liée à la possession d'une compétence clé rare qui répond à un besoin stratégique partagé par plusieurs superpuissances financières. On est passé d'une évaluation globale du talent à une hyper-spécialisation. La capacité à dribbler dans un petit périmètre devient une ressource aussi précieuse que du pétrole, parce qu'elle est la clé pour forcer des coffres-forts défensifs de plus en plus sophistiqués. Précisément, c'est une microéconomie fascinante où une statistique, un geste technique, peut valoir des dizaines de millions d'euros. Le transfert d'Iliman Ndiaye, s'il se fait à ce prix, ne sera pas juste un gros transfert. Ce sera la confirmation que le football est entré dans l'ère des spécialistes. L'analyse de l'article est très centrée sur la valeur, la tactique, la stratégie des clubs. C'est logique, c'est le cœur du sujet. Mais ça me laisse avec une question un peu plus humaine. On parle d'un jeune homme qui va peut-être voir un chèque de 80 millions d'euros signé en son nom. Au-delà de la fierté, de la satisfaction, comment on vit avec ça sur les épaules? Comment on entre sur le terrain en sachant qu'on n'est pas juste un joueur de plus, mais qu'on est la solution à 80 millions d'euros, attendue par des millions de fans à travers le monde? La pression doit être absolument monumentale.